Enceinte en terminale, ils m'ont jeté dehors. 21 ans plus tard, ils exigent leur « petite fille » devant un juge. Mais ils ignorent le secret dévastateur qui les attend. Quel enfant? Tu as qui? Je m'appelle Aliénor, et j'ai 39 ans. Il y a 21 ans, mes parents m'ont jeté dehors comme une malpropre, enceinte en terminale. Aujourd'hui, ils ne se contentent pas de réapparaître. Non. Ils me poursuivent en justice, exigeant de voir leur « petite fille » devenue une célébrité. Ils pensent que l'argent et le pouvoir peuvent tout acheter, même une famille qu'ils ont détruite. Mais ils ignorent le secret dévastateur qui les attend, un secret qu'une femme bien plus sage qu'eux a scellé il y a des années. Avant que je vous raconte cette bataille sans merci, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Je serais vraiment curieuse de savoir de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. Voici ce qui arrive quand le karma, après une longue attente, vient enfin présenter l'addition. Je suis assise dans le bureau lambrissé d'Isidore, mon avocat et mon plus proche ami. La lumière douce de Lyon filtre à travers les grandes fenêtres, mais je ne ressens que du froid. Devant moi, sur le bureau en acajou, repose une lettre. Un papier officiel, avec des termes juridiques qui me glacent le sang. Une assignation au tribunal. Hervé et Bernadette Lemoine, mes parents, portent plainte pour obtenir un droit de visite de leur petite fille. Le souffle me manque. 21 années de silence. Pas un appel, pas une lettre, pas même pour mon anniversaire. Et ils reviennent comme ça, par la voie légale, comme s'ils réclamaient un bien qui leur était dû. Le papier tremble entre mes doigts et soudain, je n'ai plus 39 ans. J'ai 18 ans. Je suis de retour dans le grand salon de notre hôtel particulier sur la colline de Fourvière. La pluie bat contre les vitres, un écho au chaos qui gronde en moi. Je tiens un test de grossesse positif, le plastique bon marché contrastant violemment avec les antiquités et les tapis persans qui nous entourent. Ma mère, Bernadette, me regarde, son visage un masque de dégoût glacial. Ses lèvres, toujours parfaitement dessinées, se pincent. Non, dit-elle d'une voix aussi tranchante qu'un éclat de verre. Tu mens. Aucune fille Lemoine ne se laisserait aller à une telle vulgarité. Mon père, Hervé, un homme dont la réputation était plus importante que ses propres enfants, n'a pas crié. C'eût été indigne de son rang. Il a simplement quitté la pièce. Je l'ai entendu monter les escaliers, ses pas mesurés résonnant sur le marbre. Il est revenu avec ma valise, celle qu'il m'avait offerte pour un voyage scolaire à Rome. Il l'a posée près de la porte d'entrée avec une précision chirurgicale. Tu as 10 minutes. Sa voix était neutre, dénuée de toute émotion. C'était la voix qu'il utilisait pour licencier un employé. Papa, s'il te plaît. Ma propre voix n'était qu'un murmure brisé. Il n'a pas tourné la tête. Il s'est approché de la cheminée et a pris le grand portrait de famille encadré d'argent. Celui où nous portions tous des chemises blanches assorties et des sourires forcés. Il l'a retourné, face contre le mur. D'un seul geste, il venait de m'effacer de leur histoire. Marceau, le père de mon enfant, le garçon qui me jurait un amour éternel, avait déjà disparu. Son avenir, ses études, l'entreprise de son père, tout était plus important que moi, que notre bébé. Son numéro ne répondait plus. 10 minutes. C'est tout le temps que j'ai eu pour emballer 18 ans de ma vie. J'ai jeté des vêtements dans la valise, le collier de ma grand-mère qu'ils avaient oublié, et les quelques centaines de francs que j'avais économisés. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec et définitif. Le son d'une fin. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc dans le parc de la Tête d'Or. La pluie fine de Lyon me transperçait jusqu'aux os. Chaque voiture qui passait me faisait sursauter. Chaque ombre me terrifiait. Le sentiment qui m'envahissait n'était pas seulement la peur ou le froid. C'était un sentiment de néant. J'étais devenu invisible, sans valeur, un déchet que l'on avait sorti de la maison. La lettre sur le bureau d'Isidore me ramène au présent. La même sensation glacée m'envahit. Ils m'ont effacé une fois. Ils pensent pouvoir revenir et prendre une partie de moi, la meilleure partie de moi. Je relève la tête et regarde Isidore. Ils ne gagneront pas, je dis, et cette fois, ma voix ne tremble pas. Mais au fond de moi, une vieille peur refait surface.
Et si cette fois, ils y arrivaient? La nuit était tombée sur le parc. J'étais recroquevillé sur le banc humide, essayant de me protéger d'une pluie qui semblait déterminée à laver le monde de ma misérable existence. J'avais faim, j'avais froid, et j'étais plus seul que je ne l'avais jamais été. C'est alors que j'ai senti une main douce se poser sur mon épaule. J'ai sursauté, prête à crier, à fuir. Mais la voix qui a parlé était douce, empreinte d'une inquiétude sincère. Mon enfant, vous allez mourir de froid ici. C'était une femme d'environ 70 ans, élégante même sous la bruine, avec un visage ridé mais des yeux d'une clarté incroyable. Elle s'appelait Augustine. Elle m'a expliqué plus tard qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle était sortie prendre l'air, une habitude depuis la mort de son mari. Je me suis méfiée. La vie venait de m'apprendre une leçon brutale sur la confiance. Je vais bien, ai-je menti, les dents claquant. Elle a souri tristement, un sourire qui semblait connaître toutes les peines du monde. Non, ma chérie. Vous n'allez pas bien du tout. Son regard a glissé sur mon ventre, et j'ai eu l'impression qu'elle voyait tout, ma peur, ma honte, et la petite vie qui grandissait en moi. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement dit, venez. Il y a une soupe chaude qui vous attend à la maison. Au début, j'ai résisté. Mon esprit était un chaos de suspicion. Pourquoi cette inconnue ferait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Mais il y avait une telle bonté dans ses yeux, une telle absence de jugement, que mes défenses ont commencé à s'effriter. Et puis, il y avait l'odeur de son manteau, un mélange de lavande et de laine chaude. Ça sentait la sécurité. Son appartement, sur les pentes de la Croix-Rousse, était un havre de paix. Des livres partout, des meubles en bois sombre et une chaleur qui venait autant du chauffage que de l'atmosphère des lieux. En me servant un bol de soupe fumante, elle m'a raconté son histoire, simplement, sans pathos. Elle avait eu une fille, décédée dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Elle aussi était enceinte. En entendant ces mots, j'ai compris. Je n'étais pas un projet de charité pour elle. J'étais peut-être une seconde chance. Je ne peux pas remplacer votre mère, m'a-t-elle dit doucement, comme si elle lisait dans mes pensées. Personne ne le peut. Mais je peux être une mère. Les premiers jours, j'étais comme un animal sauvage. Je parlais peu, je sursautais au moindre bruit. J'attendais le piège, le moment où cette gentillesse se révélerait avoir un prix. Un après-midi, en faisant la vaisselle, j'ai laissé tomber une jolie tasse en porcelaine qui s'est brisée en 1000 morceaux sur le carrelage. J'ai figé, le cœur battant, m'attendant aux cris, aux reproches. C'est ce que ma mère aurait fait. Augustine est arrivée, a vu les débris, puis mon visage terrifié. Elle a simplement pris un balai et une pelle. Ce n'est qu'une tasse, Aliénor, a-t-elle dit calmement. Tu n'es pas cassée, toi. C'est tout ce qui compte. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai pleuré. Pas des larmes de peur ou de tristesse, mais des larmes de soulagement. J'ai pleuré la mère que j'avais perdue, et j'ai commencé à accepter celle que le destin venait de m'offrir. Augustine possédait 3 salons de thé à Lyon, des endroits chics et chaleureux. Elle m'a proposé un travail. J'ai commencé par nettoyer les tables, puis servir. Elle m'a tout appris. Comment reconnaître un bon thé, comment faire une crème pâtissière parfaite, mais surtout, comment gérer les stocks, lire un bilan, négocier avec les fournisseurs. Elle ne me donnait pas un emploi. Elle me donnait un avenir. Elle me donnait les outils pour ne plus jamais dépendre de personne. Elle est devenue la grand-mère que ma fille n'aurait jamais connue. Elle a été là pour chaque étape de ma grossesse, pour chaque doute, chaque peur. Elle a transformé une chambre d'amis en une magnifique nurserie. Elle ne m'a pas seulement sauvé du froid cette nuit-là. Elle a sauvé mon âme. Mais le cadeau le plus extraordinaire qu'elle m'ait fait, celui qui allait devenir notre bouclier, je ne l'ai découvert que 21 ans plus tard, le jour où cette lettre est arrivée. Augustine, dans sa sagesse infinie, avait vu venir cette guerre bien avant moi. Ma fille est née par une nuit glaciale de février. La neige tombait en gros flocons sur Lyon, recouvrant la ville d'un silence ouaté. Augustine m'a tenu la main pendant les 18 heures de travail. Quand mes forces m'abandonnaient, elle me murmurait des mots d'encouragement, sa voix un fil d'acier dans la tempête de douleur. C'est elle qui a coupé le cordon.
C'est elle qui a été la première, après moi, à tenir ce petit être fragile et hurlant. Nous l'avons appelée Éléonore. Regarde-la, a dit Augustine, les larmes aux yeux. Elle a la beauté d'une rose, mais je sens déjà la force de l'acier en elle. Elle l'a surnommée « ma rose d'acier ». Ce nom lui est resté. Éléonore a grandi, et il est vite devenu évident qu'elle était exceptionnelle. Elle n'était pas intéressée par les poupées. À la place, elle démontait de vieilles radios, fascinettes par les circuits imprimés. Elle a écrit sa première ligne de code à 8 ans sur un vieil ordinateur qu'Augustine lui avait offert. Tandis que je reprenais mes études le soir, obtenant un diplôme en gestion d'entreprise, ma fille dévorait des livres sur l'intelligence artificielle et les algorithmes. Elle était mon univers, mon encre, la raison pour laquelle je me battais chaque jour. Mais élever un enfant seul, même avec le soutien indéfectible d'Augustine, laisse des traces. J'ai construit des murs autour de mon cœur, des forteresses pour nous protéger, elle et moi. Un jour, quand Éléonore avait 5 ans, elle m'a posé la question que je redoutais. Nous étions assises sur un banc, non loin de celui où j'avais dormi des années plus tôt. « Maman » a-t-elle demandé avec une innocence désarmante, « où sont tes parents à toi ? Mes autres grands-parents ? » Mon cœur s'est serré. Que pouvais-je lui dire ? La vérité était un poison trop violent pour une si petite fille. Ils habitent très, très loin, ma chérie, ai-je répondu, la voix étranglée. Et ils ne voyagent pas beaucoup. Ce mensonge m'a pesé pendant des années. C'était un vide dans notre histoire, une pièce manquante du puzzle. Pendant ce temps, Isidore est entré dans nos vies. Il était le jeune avocat qu'Augustine avait engagé pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Il était intelligent, drôle, et il avait une patience d'ange avec mes questions incessantes sur les contrats et la comptabilité. Plus important encore, il regardait Éléonore avec une admiration sincère. Il venait à ses présentations de sciences au collège, il l'aidait avec des problèmes de maths complexes, il lui parlait comme à une adulte. Il est devenu, sans jamais chercher à prendre la place de personne, la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Ma relation avec lui s'est construite lentement. J'avais peur de faire confiance à un homme, peur de me laisser aller. Marceau m'avait laissé une blessure profonde. Mais Isidore était différent. Il n'a jamais forcé les choses. Il a attendu, patiemment, que les murs que j'avais érigés commencent à se fissurer. Les années ont passé. J'ai repris les rênes des salons de thé après la mort paisible d'Augustine, développant l'entreprise tout en gardant son esprit intact. Éléonore, elle, est devenue une jeune femme brillante. À 20 ans, elle a remporté le Grand Prix national de l'innovation pour un logiciel révolutionnaire utilisant l'IA pour prédire les crises cardiaques avec une précision inégalée. Du jour au lendemain, ma fille, ma rose d'acier, est devenue un phénomène. La presse l'a surnommée « le prodige de Lyon ». Des articles ont été écrits, des interviews télévisées ont été diffusées. Elle était partout. Et c'est là que les fantômes du passé ont décidé de se réveiller. C'est là que le monstre endormi a ouvert les yeux. Et il avait faim. Le succès d'Éléonore a été comme un phare dans la nuit, illuminant notre vie de fierté et de joie, mais attirant aussi les navires que nous espérions ne jamais revoir. La première salve a été la lettre de l'avocat. Froide, impersonnelle, brutale. Elle annonçait leur intention de saisir la justice pour obtenir un droit de visite. Mon sang s'est glacé. Ils ne cherchaient pas le dialogue. Ils déclaraient la guerre. Isidore a posé une main rassurante sur la mienne. Ne panique pas, Aliénor. La loi protège l'intérêt de l'enfant. Ils n'ont aucune chance. Mais je connaissais mes parents. La loi n'était qu'un outil pour eux, un levier pour obtenir ce qu'ils voulaient. Leur véritable champ de bataille était ailleurs, l'opinion publique. Et c'est ma mère, Bernadette, qui a tiré la première. Elle a commencé sa campagne insidieusement. Sur des forums en ligne, dans des groupes Facebook de parents et de grands-parents de la région lyonnaise. Elle a créé un profil sous un faux nom, se présentant comme une grand-mère au cœur brisé. Elle racontait une histoire poignante, celle d'une « erreur de jeunesse », d'une « dispute familiale qui avait mal tourné. Elle décrivait sa fille moi comme une femme dure, aigrie, qui la punissait en la privant de sa seule petite fille. Elle était douée. Elle parsemiait ses messages de détails attendrissants, de photos de moi enfant,
scannés et postés avec des légendes larmoyantes comme « Ma petite Aliénor, où est passé ton cœur tendre ?» Des dizaines de personnes ont mordu à l'hameçon. Des messages de soutien ont afflué. Ne baissez pas les bras, madame. Une enfant ne devrait jamais faire ça à sa mère. La famille, c'est sacré. Chaque commentaire était un coup de poignard. Il me peignait comme un monstre, sans connaître un seul mot de la vérité. Puis, Hervé, mon père, est entré en scène. Un soir, en rentrant du travail, je suis tombé sur un article dans le journal local en ligne. Le titre était « Un grand patron lyonnais se bat pour rencontrer sa petite-fille prodige ». La photo le montrait l'air grave, le regard pensif, l'image même du patriarche blessé. Dans l'interview, il ne parlait pas de m'avoir mise à la porte. Il parlait d'un malentendu tragique. Il vantait le sang des Lemoine qui coulait dans les veines d'Éléonore, s'attribuant presque le mérite de son génie. Il la présentait non pas comme une personne, mais comme un héritage, un trophée. Une jeune fille si brillante, disait-il, a besoin de connaître la totalité de son héritage, la force de ses racines. Il sous-entendait que sans eux, elle était incomplète. J'ai eu la nausée. Il ne voulait pas connaître Éléonore. Il voulait la posséder. Son succès validait leur nom de famille, et il comptait bien en récolter les lauriers. Un après-midi, Bernadette a franchi une nouvelle étape. Elle est venue dans mon salon de thé principal, celui de la presqu'île. Elle s'est assise à une table, a commandé un thé hors de prix et a attendu. Elle savait que je n'étais pas là. Elle a interpellé une de mes jeunes serveuses, une étudiante que j'avais récemment embauchée. Avec un sourire mielleux, elle a commencé à poser des questions. Sur moi. Sur Éléonore. Sur nos vies. Elle essayait de recruter une espionne au cœur de mon propre sanctuaire. La jeune fille, mal à l'aise, m'a tout raconté le soir même. La colère qui m'a envahie était pure, brûlante. Ils ne se contentaient pas de m'attaquer en justice et dans la presse. Ils infiltraient ma vie, tentaient de corrompre mon entourage. Ils voulaient me détruire. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé face à la pression, pour avoir la paix? Ou vous seriez-vous battu jusqu'au bout, quitte à tout exposer? Dites-le-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Moi, j'ai choisi de me battre. Mais je ne savais pas encore que l'ennemi le plus lâche n'avait pas encore joué sa carte. La pression est devenue intenable. Le procès approchait, et chaque jour apportait une nouvelle attaque. Mes parents ne laissaient rien au hasard. Ils menaient une guerre psychologique sur tous les fronts. Et puis, Marceau est revenu. Il m'a appelé d'un numéro inconnu. 21 années sans un mot, et sa voix au téléphone était immédiatement reconnaissable. Plus grave, un peu fatigué, mais c'était bien lui. Aliénor, c'est moi. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Une vague de mépris m'a submergé. Que veux-tu, Marceau? Il a commencé son discours, sans doute répété des dizaines de fois. Il était désolé. Il avait été jeune, stupide, terrifié. Ses parents lui avaient mis une pression énorme. Il avait fait une erreur, la plus grande de sa vie. Et maintenant, il avait vu les articles sur « notre fille ». Notre fille. Le mot sonnait faux, obscène dans sa bouche. Elle est incroyable, Aliénor. Tu as fait un travail formidable. J'aimerais juste la voir. Une seule fois. De loin, si tu veux. Je veux juste savoir à quoi ressemble ma fille. C'était un numéro de charme pathétique, mais bien ficelé. Il jouait la carte du regret, du père repentant. J'ai failli y croire. Mais une petite voix dans ma tête, la voix d'Augustine, me disait de me méfier. Pourquoi maintenant, Marceau? Pourquoi après 21 ans? Il a hésité. Juste une fraction de seconde, mais je l'ai entendu. J'ai divorcé. Mes affaires ont mal tourné. J'ai tout perdu. Et j'ai réalisé que la seule chose qui comptait, c'est la famille. Là, j'ai su qu'il mentait. Ce n'était pas un élan du cœur. C'était un acte de désespoir. Quelques jours plus tard, le coup de grâce. Mes parents ont obtenu une interview exclusive sur une grande chaîne d'information régionale. Ils étaient assis sur un canapé blanc immaculé,
dans un décor qui criait l'argent et le bon goût. Ma mère, vêtue de deuil chic, tenait un mouchoir en dentelle. Mon père avait l'air accablé, le poids du monde sur ses épaules. Ils ont raconté leur version de l'histoire. Ils ont parlé de leur choc face à ma grossesse, de leur réaction maladroite mais compréhensible. Ils ont affirmé avoir essayé de me contacter pendant des années, mais que j'avais coupé les ponts. Des mensonges. Des mensonges éhontés, livrés avec des larmes de crocodile. La journaliste, clairement de leur côté, a demandé « Et aujourd'hui, que souhaitez-vous » Ma mère a regardé la caméra, ses yeux brillants de larmes feintes. Nous sommes âgés. Mon mari est malade du cœur. Notre seul souhait, notre dernière volonté, serait de serrer notre petite fille dans nos bras. Une seule fois. Est-ce trop demandé ? C'était diabolique. Il se servait d'une fausse maladie, d'une urgence inventée, pour me faire passer pour une tortionnaire sans cœur. L'impact a été immédiat. Mon téléphone a explosé. Des messages haineux d'inconnus. Des appels de lointains membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des décennies, me disant de « faire la paix ». Dans mon propre salon de thé, j'ai surpris des chuchotements. Une cliente régulière, une femme que je servais depuis 10 ans, m'a dit « Vous savez, le pardon est une grande vertu ». J'étais en train de perdre la bataille de l'opinion. J'étais seule contre tous. Ce soir-là, j'ai craqué. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Éléonore en train de lire les commentaires sous la vidéo de l'interview. Son visage était fermé, dur. J'ai fondu en larmes. Je me suis assise par terre dans la cuisine et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Je me sentais piégée, salie, vaincue. Ils étaient en train de gagner. C'est alors qu'Isidore est arrivé. Il a vu mon état, a éteint l'ordinateur d'Éléonore et s'est agenouillé à côté de moi. Il n'a rien dit. Il a juste attendu que le plus gros de la tempête passe. Puis, il m'a dit, ils pensent avoir gagné la guerre médiatique. Mais ils ne savent pas que la vraie guerre n'a pas encore commencé. Et nous avons une arme qu'ils ne soupçonnent même pas. Il m'a tendu la main. Augustine a tout prévu, Aliénor. Fais-lui confiance. Fais-moi confiance. La violence de leur attaque m'avait laissé exsangue. Mais le regard déterminé d'Isidore et la force tranquille d'Éléonore ont ravivé la flamme en moi. Nous n'étions pas des victimes. Nous étions des combattantes. Le week-end suivant, nous nous sommes réunis tous les trois dans le petit bureau d'Augustine, une pièce que j'avais laissée presque intacte. C'était notre quartier général. Avant toute chose, a dit Isidore, se tournant vers ma fille, Éléonore, tu as le droit de savoir exactement contre quoi et contre qui nous nous battons. Sans filtre. Éléonore a hoché la tête, son visage grave. Je suis prête, maman. Je veux tout savoir. Alors, j'ai raconté. J'ai raconté les 10 minutes, la valise, le portrait retourné, le banc froid du parc. J'ai raconté le silence, ce mur de glace de 21 ans. Je n'ai rien omis. C'était dur, comme si je rouvrais une vieille plaie, mais c'était nécessaire. Quand j'ai eu fini, les larmes coulaient sur mes joues. Éléonore, elle, ne pleurait pas. Ses yeux brillaient d'une fureur froide. Elle a pris ma main et l'a serrée. Ils ne gagneront pas, maman, a-t-elle dit d'une voix calme mais chargée de conviction. Pour toi, et pour mamie Augustine, je ne les laisserai pas gagner. Isidore a souri. Bien. Maintenant, passons à notre arsenal. Il a sorti une clé et a ouvert le petit coffre-fort mural dissimulé derrière un tableau. C'était le coffre d'Augustine. Il en a sorti une chemise cartonnée épaisse. Premièrement, l'arme conventionnelle, a-t-il annoncé en posant un document sur la table. C'était l'original. Le papier jauni par le temps. L'acte de renonciation. Je l'ai parcouru des yeux. Les mots étaient aussi cruels que dans mon souvenir. Nous, Hervé et Bernadette Lemoine, renonçons par la présente à tous nos droits et responsabilités parentales envers Aliénor Lemoine, ainsi qu'envers tout enfant né ou à naître d'elle. Et en bas, leur signature. Arrogante, assurée. La preuve irréfutable de leur abandon. Ce document seul est puissant, a expliqué Isidore. Mais ils pourraient argumenter qu'ils ont fait une erreur sous le coup de l'émotion.
C'est là qu'intervient l'arme non conventionnelle. Il a sorti un autre document, plus récent. Le testament d'Augustine. Il a tourné les pages jusqu'à un paragraphe surligné en jaune. Il l'a lu à voix haute. Article 7, section 4. Si un membre quelconque de la famille biologique ayant précédemment abandonné, renié ou rejeté ma fille de cœur, Aliénor, ou son enfant, Éléonore, tentait de réclamer une relation ou des biens après qu'elles aient atteint le succès ou la reconnaissance, le dit membre sera définitivement et irrévocablement exclu de tout héritage, propriété ou bénéfice financier de ma succession. J'étais stupéfaite. Elle savait. Elle savait, a confirmé Isidore. Augustine connaissait la nature humaine. Elle savait que leur orgueil et leur cupidité les ramèneraient un jour. Elle a érigé un mur financier pour vous protéger. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la chemise, il y avait un dernier objet. Une petite clé USB. Et ça, a dit Isidore avec un sourire énigmatique, c'est notre bombe atomique. Il a branché la clé sur son ordinateur portable. Une vidéo s'est ouverte. C'était Augustine. Elle était assise dans son fauteuil préféré, plus âgée, plus fragile, mais ses yeux brillaient toujours de la même intelligence. Elle a regardé droit dans la caméra, comme si elle nous regardait, nous, à cet instant précis. Mes chers Hervé et Bernadette, a-t-elle commencé, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Si vous regardez ceci, cela signifie que votre cupidité a finalement vaincu votre honte. Vous avez attendu qu'Aliénor et sa fille réussissent pour vous souvenir que vous aviez une famille. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur ce que signifie vraiment la famille. Nous avons regardé, fascinés, pendant qu'Augustine, depuis l'au-delà, détruisait méthodiquement chaque mensonge, chaque excuse. C'était dévastateur. C'était brillant. Quand la vidéo s'est terminée, un silence respectueux a rempli la pièce. Alors, quel est le plan ? A finalement demandé Éléonore. Isidore a fermé l'ordinateur. Le plan est simple. Ils veulent une bataille publique ? On va leur en donner une. Mais sur notre terrain. Et selon nos règles. La cérémonie du Grand Prix de l'innovation a lieu dans 2 semaines. Ce sera notre scène. La stratégie était audacieuse, presque théâtrale, mais c'était exactement ce qu'il fallait. Il ne s'agissait plus de se défendre devant un juge, il s'agissait de reprendre le contrôle du récit, de confronter leurs mensonges à la lumière crue de la vérité, devant un public qu'ils cherchaient désespérément à impressionner. La première étape de notre plan consistait à les attirer dans le piège. J'ai pris le plus beau papier à lettres que nous avions au salon de thé et j'ai rédigé les invitations moi-même. Mon écriture était ferme, chaque lettre tracée avec une intention précise. Pour mes parents, chère mère et père, Éléonore et moi-même serions honorés de votre présence à la cérémonie du Grand Prix de l'innovation. Ce serait une merveilleuse occasion, devant nos amis et la communauté lyonnaise, de commencer un processus de réconciliation publique, qui, nous l'espérons, sera perçu favorablement dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Votre présence est essentielle. Avec mes salutations distinguées, Aliénor. Pour Marceau, cher Marceau, ta présence est requise à la cérémonie du Grand Prix d'Éléonore. Nous pensons qu'il est temps de clarifier publiquement ton statut et tes intentions concernant ta fille. C'est une étape importante pour son équilibre futur. Cordialement, Aliénor. Les mots étaient choisis avec un soin diabolique. Pour mes parents, je leur faisais miroiter exactement ce qu'ils voulaient, une réconciliation publique qui servirait leur image et leur procès. Pour Marceau, je jouais sur son prétendu désir de clarifier son rôle de père. C'étaient des appâts empoisonnés, et ils ont mordu à l'hameçon sans la moindre hésitation. Les réponses sont arrivées moins de 24 heures plus tard. Un « oui » enthousiaste de la part de l'avocat de mes parents, et un SMS presque suppliant de Marceau, disant qu'il serait là, quoi qu'il arrive. Isidore a souri en lisant leurs réponses. L'arrogance est leur plus grande faiblesse. Ils sont tellement convaincus d'avoir gagné la guerre de l'opinion qu'ils ne voient pas l'embuscade. Les 2 semaines qui ont suivi ont été intenses. Éléonore a travaillé sur son discours de remerciement. Elle était d'un calme olympien, sa concentration totale. Parfois, je la regardais et je voyais la jeune femme brillante que le monde entier admirait. D'autres fois, je voyais la petite fille qui me demandait où étaient ses grands-parents, et mon cœur se serrait.
Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie, lui ai-je demandé un soir. C'est beaucoup te demander. Elle a levé les yeux de son ordinateur, et dans son regard, il y avait une maturité qui me dépassait. Maman, ils ne t'ont pas seulement attaqué, toi. Ils ont insulté la mémoire de mamie Augustine. Ils ont essayé de me manipuler. Ce n'est plus seulement ton combat. C'est le nôtre. Et nous allons le gagner. Pendant ce temps, Isidore et moi nous occupions de la logistique. Isidore a contacté les organisateurs de l'événement. Sous prétexte de vouloir rendre un hommage surprise à la grand-mère inspirante d'Éléonore, il a obtenu l'autorisation d'utiliser le grand écran de la scène. Il a également vérifié les accréditations presse, s'assurant que la journaliste qui avait réalisé l'interview de mes parents serait bien présente, au premier rang. La veille de la cérémonie, nous avons tout passé en revue une dernière fois dans le bureau d'Augustine. Les documents étaient prêts. La vidéo était calibrée. Le discours d'Éléonore était parfait. J'étais nerveuse, une boule d'angoisse nouée dans mon estomac. Et si quelque chose tournait mal? Et si le public se retournait contre nous? Éléonore a dû sentir ma peur. Elle a posé sa main sur la mienne. Regarde-nous, maman. Une femme d'affaires qui a bâti un empire à partir de rien, une jeune scientifique qui change le monde, et un avocat brillant. Et regarde-les. Des menteurs, des manipulateurs. Qui crois-tu que les gens vont croire à la fin? Elle avait raison. La vérité était notre allié. Ils sont entrés dans la somptueuse salle de réception de l'hôtel de ville comme des conquérants, mes parents vêtus de leurs plus beaux atours, Marceau dans un costume mal ajusté. Ils souriaient aux caméras, serraient des mains. Ils pensaient que c'était leur soirée de couronnement. Ils se trompaient tellement. C'était la soirée de leur jugement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La salle était bondée. Le gratin de la politique, de la science et des affaires de la région était là. Mes parents étaient à la table d'honneur, non loin de la scène, savourant leur moment. Ils saluaient les gens, acceptant des félicitations anticipées pour leur future réconciliation. Le spectacle de leur hypocrisie était à vomir. Le moment est enfin arrivé. Le présentateur a appelé Éléonore sur scène pour recevoir son prix, sous un tonnerre d'applaudissements. Ma fille a traversé la scène, gracieuse et digne. Elle a accepté le trophée, a remercié le comité, puis s'est approchée du micro. Un silence s'est fait. Bonsoir à tous, a-t-elle commencé, sa voix claire et assurée résonnant dans toute la salle. Je suis incroyablement honorée de recevoir ce prix. On dit que derrière chaque personne qui réussit, il y a des gens qui l'ont soutenu. C'est vrai. Et ce soir, je veux dédier ce succès à deux femmes extraordinaires. J'ai vu ma mère se redresser sur sa chaise, un sourire suffisant aux lèvres. Je dédie ce prix à ma mère, Aliénor, a continué Éléonore. La femme la plus forte, la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a élevée seule, m'a tout donné, et m'a appris que l'intégrité est plus précieuse que n'importe quelle fortune. Le sourire de ma mère s'est figé. Et je le dédie à ma grand-mère, Augustine. La seule grand-mère que j'ai jamais eue. Elle n'était pas liée à moi par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort, l'amour. Derrière elle, sur l'écran géant, une magnifique photo d'Augustine est apparue. Ma grand-mère m'a appris que la famille n'est pas une question d'ADN. C'est un choix. C'est une question de présence, de soutien inconditionnel. C'est pourquoi, avant de conclure, j'aimerais partager avec vous un message qu'elle a laissé. Un message sur la vraie signification de la famille. Et la vidéo a commencé. La voix calme et posée d'Augustine a rempli la salle. Mes chers Hervé et Bernadette. Un murmure a parcouru l'assemblée. Tous les regards se sont tournés vers la table d'honneur. Le visage de mon père est devenu blême. Ma mère semblait avoir été frappée par la foudre. Augustine a continué, racontant l'histoire de la nuit où elle m'a trouvé, la renonciation, le silence. Elle ne criait pas. Elle exposait les faits, froidement, méthodiquement. Chaque mot était une pierre jetée sur leur édifice de mensonges. Quand la vidéo s'est terminée,
un silence de mort pesait sur la salle. Mon père a été le premier à réagir. Il s'est levé d'un bond, le visage congestionné par la rage. C'est un tissu de mensonges. Une manipulation. Ma mère, retrouvant ses esprits, a attrapé un micro sur une table voisine. Nous sommes ses grands-parents. Nous l'aimons. Notre fille nous a monté contre elle. C'était le signal. Isidore s'est levé et s'est dirigé calmement vers la scène. Si vous me le permettez, a-t-il dit au micro, sa voix portant sans effort. Sur l'écran, la vidéo a été remplacée par un document. L'acte de renonciation. Les signatures de mes parents étaient zoomées, occupant tout l'écran. Indéniable. Monsieur et Madame Lemoine, a dit Isidore, reconnaissez-vous vos signatures sur ce document légal, daté d'il y a 21 ans, dans lequel vous renoncez à tous vos droits et responsabilités envers votre fille et tout enfant à naître? Le souffle a été coupé à mon père. Et quant à vous, Monsieur Marceau, a poursuivi Isidore. L'écran a changé de nouveau, affichant les emails que Marceau m'avait envoyés, et ceux qu'Isidore avait réussi à obtenir, prouvant ses contacts avec mes parents. Je suis prêt à jouer le rôle du père repentant. Lisait à voix haute Isidore. En échange d'une compensation financière pour m'aider à relancer mes affaires? Marceau est devenu livide. Il a essayé de se fondre dans sa chaise. La salle était en ébullition. Les murmures s'étaient transformés en exclamations choquées. La journaliste qui avait interviewé mes parents avait la bouche grande ouverte. Les caméras tournaient à plein régime, capturant chaque seconde de leur humiliation publique. Leur piège s'était refermé sur eux. Et le pire était encore à venir. Le chaos était total. Mon père tentait de crier quelque chose sur la dignité et la vie privée, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Ma mère était passée des larmes de crocodile à des sanglots de rage pure. Marceau, lui, semblait sur le point de s'évanouir. Éléonore est restée au micro, imperturbable. Ma rose d'acier. Elle a attendu que le bruit baisse légèrement, puis elle a parlé, sa voix coupant à travers le brouhaha. Vous n'avez jamais voulu de moi, a-t-elle dit, s'adressant directement à eux. Vous n'avez jamais voulu de ma mère. Vous ne vouliez que le prestige. Le trophée. Mais je ne suis pas votre trophée. Je suis la fille de ma mère. Je suis la petite fille d'Augustine. Et je ne vous appartiendrai jamais. Chaque mot était une sentence. C'est à ce moment précis, comme dans une pièce de théâtre parfaitement orchestrée, que les grandes portes du fond de la salle se sont ouvertes. Un huissier de justice, un homme à l'air sévère en costume sombre, est entré, suivi de 2 policiers en uniforme. Il a traversé la salle d'un pas décidé, ignorant les regards ébahis. Il s'est dirigé tout droit vers la table d'honneur. Monsieur Hervé Lemoine? Madame Bernadette Lemoine? Monsieur Marceau Dubois, a-t-il demandé d'une voix forte. Les 3 ont levé la tête, l'air hébété. L'huissier a sorti 3 enveloppes de sa mallette. Je suis mandaté pour vous remettre à chacun une ordonnance de protection d'urgence, ainsi qu'une assignation à comparaître pour harcèlement moral. Il a tendu les enveloppes. Ma mère a refusé de la prendre, comme si le simple contact du papier allait la brûler. Le policier à côté d'elle a dit calmement, « Madame, je vous conseille de coopérer. » Elle a fini par arracher l'enveloppe des mains de l'huissier. Cette ordonnance, a continué l'huissier, s'adressant à toute la salle autant qu'à eux, vous interdit d'approcher mademoiselle Aliénor Lemoine et mademoiselle Éléonore Lemoine à moins de 500 mètres. Elle vous interdit également tout contact, direct ou indirect, par téléphone, email, ou par l'intermédiaire de tiers. Toute violation sera passible de poursuites pénales. Le silence qui a suivi était assourdissant. La chute avait été publique, brutale, et maintenant, elle était officielle. Les policiers se sont approchés. Nous allons vous demander de nous suivre et de quitter les lieux calmement. Mon père, dans un dernier sursaut d'orgueil, a lancé, vous n'avez pas le droit. Je suis. Vous êtes une personne qui doit respecter une décision de justice, monsieur, a coupé l'officier. Maintenant, veuillez nous suivre. Ils ont été escortés vers la sortie. La marche de la honte. Ils ont traversé la salle sous les objectifs des caméras, les flashs des téléphones, et les regards chargés de mépris de ceux-là même qu'ils avaient voulu impressionner. En passant près de ma table,
ma mère m'a jeté un regard rempli d'une haine si pure qu'elle m'a fait frissonner. Tu le paieras, a-t-elle sifflé. Les portes se sont refermées sur eux. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, quelqu'un a commencé à applaudir. Timidement au début, puis plus fort. Bientôt, toute la salle était debout, m'offrant, à moi et à ma fille, une standing ovation. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Éléonore m'a rejointe. Elle m'a prise dans ses bras. Puis, elle est retournée au micro, forte et résiliente. Maintenant que les distractions sont parties, a-t-elle dit avec un petit sourire, j'aimerais annoncer la raison pour laquelle cette soirée est vraiment importante. En l'honneur de ma grand-mère, nous créons ce soir la Fondation Augustine-Éléonore. Avec un capital de départ de 5 millions d'euros, cette fondation offrira des bourses à des jeunes filles issues de milieux difficiles pour qu'elles poursuivent des études supérieures dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. La justice avait été rendue. Mais ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Les semaines qui ont suivi la cérémonie ont été un tourbillon. L'histoire a fait la une des journaux nationaux. Le « gala du jugement », comme la presse l'a surnommé, était sur toutes les lèvres. La vidéo de leur humiliation publique est devenue virale. Les conséquences pour eux ont été rapides et dévastatrices. L'avocat de mes parents a tenté de contester l'ordonnance de protection, mais face aux preuves accablantes, le juge l'a rendue permanente. Leur procès pour obtenir un droit de visite a été rejeté avec perte et fracas. Le cours de l'action de l'entreprise de mon père s'est effondré. Le conseil d'administration, craignant pour sa réputation, l'a forcé à démissionner. Ils ont dû vendre l'hôtel particulier de Fourvière, la maison de mon enfance, pour payer leurs frais de justice et leurs dettes. Aux dernières nouvelles, ils avaient déménagé dans le sud, vivant discrètement chez une tante. Ils avaient perdu leur statut, leur argent, et surtout, leur précieuse réputation. Le sort de Marceau a été encore pire. Les révélations sur sa tentative de monnayer son « droit de père » ont attiré l'attention du fisc et de son ex-femme. Il s'est avéré qu'il avait caché des actifs lors de son divorce et qu'il devait des années de pension alimentaire. Il faisait face à de sérieuses accusations criminelles. Et moi, au milieu de tout ça, je ne ressentais pas de joie mauvaise. Pas de satisfaction triomphante. Juste un profond soulagement. Le poids que je portais sur mes épaules depuis 21 ans s'était envolé. J'étais enfin libre. La vie a repris son cours, mais elle était différente. Plus légère. Plus authentique. Isidore et moi avons cessé de tourner autour du pot. Notre amitié, forgée dans l'épreuve, s'était transformée en un amour solide et paisible. Un soir, pendant notre dîner hebdomadaire, une tradition qu'Augustine avait instaurée et que nous perpétuions, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai sorti une petite boîte de ma poche. Isidore, ai-je commencé, le cœur battant, Augustine disait toujours qu'il faut savoir demander ce que l'on veut dans la vie. Et je te veux dans ma vie. Pour toujours. Veux-tu m'épouser? Il a ri, un rire sincère et heureux qui a illuminé son visage. J'attendais que tu le demandes. Oui. Bien sûr que oui. Éléonore a applaudi, ravie. Ce soir-là, en regardant ma famille, ma vraie famille, choisie, construite sur l'amour et le respect, j'ai réfléchi au mot « pardon ». Pendant des années, j'avais cru que je devais leur pardonner pour trouver la paix. J'avais tort. Ma paix ne venait pas du pardon. Elle venait de la justice. Elle venait de la certitude que leurs actions avaient eu des conséquences. Elle venait du fait de construire une vie si pleine et si heureuse que leurs souvenirs toxiques n'avaient plus de place pour y prendre racine. Je n'avais plus besoin de leur pardonner, parce qu'ils ne comptaient tout simplement plus. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà dû choisir entre les liens du sang et votre propre bonheur, souvenez-vous de ceci, la vraie famille, ce sont les gens qui se présentent quand le reste du monde vous tourne le dos. Aimez et abonnez-vous si cette histoire vous a rappelé que la justice existe, même si elle met parfois 21 ans à arriver. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils méritent un amour inconditionnel. Et si vous avez une histoire similaire, une expérience de famille choisie qui a triomphé des liens toxiques, racontez-la en commentaire. Vos histoires sont importantes.
Elle crée une communauté et montre aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seul.